Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, merci d'être ici présent. Alors, je ne perdrai pas de temps ce matin parce que nous avons une vidéo particulièrement longue. Nous y allons tout de suite. Voilà donc la vidéo du jour. Nous allons parler aujourd'hui du roi Louis IV d'Outre-mer. Voilà, c'est le surnom ou peut-être son nom, je ne sais pas. Alors, je vous rappellerai au passage, chers amis, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, d'activer la clochette, etc., etc., etc. De faire bonne impression quand vous faites des commentaires, surtout des commentaires qui soient élogieux, bon, ben pourquoi pas, élogieux ou pas, des critiques ou pas, peu importe, mais faites-moi dans la bienveillance et l'amour, bien sûr, des commentaires constructifs. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler rapidement, des titres de ce roi des Francs, donc de Francie occidentale, du 15. Alors, il s'agit de Louis IV d'Outre-mer, je le rappelle. Donc, du 15 juin 936 au 10 septembre 954, soit 13 ans, 2 mois et 22 jours. Couronnement 19 juin 936 à Laon, prédécesseur Raoul, donc, et successeur Lothaire. Oh, statue édifiante. Alors, biographie, dynastie carolingienne. Tiens. Alors, nous avons vu hier le dernier roi des Robertiens, de Robert Ier. Alors, date de naissance entre septembre 920 et septembre 921. Lieu de naissance dans les alentours de Laon, en Francie occidentale. Date de décès 10 septembre 954. Lieu de décès Reims, en Francie occidentale. Père Charles III. Mère Edwige de Wessex ou Wessex, conjoint Gerberge de Saxe, voilà. Enfant Lothaire, 941-986, Mathilde, 943-992, Charles ou Carloman, 945-953, Louis de 948-954, une fille, donc son précision, 948-968, Charles 953-991 et Henri 953 et 953-953. Donc mort-né apparemment héritier Lothaire. Donc voilà. Voilà, chers amis. Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est long. Je vous laisse, si vous le souhaitez, lire avec moi. Enfin, moi, je lirai quelques débris, quelques éléments. Bon, je vais voir. Hein. Le contexte politique, économique et culturel en Occident, première moitié du Xe siècle. Alors, les principales forces politiques de l'Occident chrétien, c'est toujours bien sûr. Alors là, la chrétienté, ça y est, elle a étendu son manteau sur pratiquement tout l'Occident, avec beaucoup de bruit, beaucoup de fracas, beaucoup d'épées, de coups de bouclier. Enfin, vous voyez, voilà, regardez, vous voyez, je n'invente rien. Hein. Alors, je voulais quand même vous parler un peu des campagnes de Charlemagne, j'en profite. Hein. C'est vrai que j'aurais pu en parler avant, mais je l'ai déjà fait un petit peu succinctement. Charlemagne, en étendant son empire, bien sûr, je ne vous le cache pas, massacré les non-convertis qui s'obstinaient à garder leur religion primordiale, celle d'Odin, celle de leur père, finalement. Et donc, comme d'ailleurs toutes les conversions lors des nouvelles conquêtes, notamment au XVe siècle, mais là je ne vais pas trop m'avancer, en Amérique du Sud, par les Espagnols, les Portugais, c'est la même chose. Il fallait d'ailleurs un général espagnol, je crois, oui je crois, il disait écoutez, portez l'évangile sur ce territoire, et ceux qui ne veulent pas l'admettre, tuez-les. Bon, voilà, c'est vous dire. C'est clair, c'est clair. Bon, alors, les principales forces politiques de l'Occident chrétien, donc le royaume anglo-saxon. Alors oui, le royaume anglo-saxon au Xe siècle va devenir chrétien. Jusqu'alors, ils avaient leur propre religion qui était celle d'Odin, je suppose. En tout cas, une religion que combattra les chrétiens pour s'installer.
Et Jeanne d'Arc au XIIe siècle ou XIIIe, je ne sais plus, enfin je verrai, je vais me former, a combattu les Anglais, pas seulement parce qu'ils occupaient le territoire de Bourgogne, non, enfin ils allaient plutôt, ils n'ont pas conquis, ils ont conquis la Bretagne et la Normandie, donc ils l'ont occupé pendant la guerre des Cent Ans, mais ils n'ont pas conquis la Bourgogne, sauf que Jeanne d'Arc les a arrêtés effectivement en Bourgogne. Et si elle les a combattus, ce n'est pas seulement parce qu'ils occupaient la partie nord-ouest de l'Hexagone, non, c'est ce que l'on ne vous dit pas. On vous cache la vérité, on vous dit oui, Jeanne d'Arc, il l'appelait Sainte Jeanne d'Arc, très tardivement d'ailleurs, c'est curieux, hein, très tardivement. Il a fallu attendre le 19e siècle pour la canoniser. C'est vous dire tout le temps qu'il a fallu, parce que bon, c'est quand même l'Église qui l'a brûlée, hein, faut le savoir. Enfin, qu'il a fait brûler plutôt, qu'il l'a remis entre les bras séculiers des Anglais, je le précise avec l'évêque Cochon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait d'ailleurs. Et un franc, enfin je veux dire, voilà, un habitant de l'Hexagone. Alors pourquoi Jeanne d'Arc a combattu, je vous le dis tout de suite, comme ça ce sera fait. En fait, même si c'est pas dans le contexte, c'est parce que les Anglais finalement s'étaient convertis au christianisme. Et les Anglais, quand ils sont venus occuper la Bretagne, la Normandie, ils ont là aussi massacré les renégats, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui étaient revenus à la religion odinique. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que les Anglais ont trouvé Jeanne d'Arc sur leur route. C'est pas du tout parce que. Pourquoi d'ailleurs Jeanne d'Arc les aurait combattus uniquement parce qu'ils étaient là? Ça tient pas la route. Enfin, même si c'est une raison, oui, valable, c'est vrai, c'est une raison valable qu'une partie, une demoiselle comme Jeanne d'Arc ou quelqu'un d'autre, hein, un chevalier, voilà, s'élève voilà, pour combattre les Anglais, bien sûr. Bon, mais seule Jeanne d'Arc les a combattus. En fin de compte, bon, elle avait une armée avec elle, qui, bien sûr, une fois qu'elle sera arrêtée, tout le monde va l'abandonner, évidemment. Parce que tout le monde avait peur, en fin de compte. Elle leur avait donné du courage en leur disant, en leur expliquant les raisons. Alors se disant qu'elle a combattu avec des moines, enfin, des pères moines qui étaient là pour l'accompagner à chaque combat. Ça, c'est de la légende. C'est de la légende. Enfin voilà, allons-y. Alors les îles britanniques du Haut Moyen Âge sont composées de multiples petits royaumes fondés par les Jutes. Alors qui étaient les Jutes? Les Jutes sont un peuple germanique de la mer du Nord, localisé au 1er siècle de l'ère chrétienne. Tiens, comme par hasard, dans la partie méridionale de la péninsule de Jutland, pardon, au Danemark, à laquelle ils ont donné leur nom. Alors, Danemark, partie nord de l'Europe, c'est la partie la plus pauvre, on va dire, à l'époque, hein, c'était la plus pauvre de tout le continent européen. C'était beaucoup moins riche que dans le sud, dans l'ouest ou l'est. Donc c'était la partie où où les Gaulois, les Vikings s'étaient réfugiés. Vous comprenez? Voilà, je continue. Alors, les Jutes, donc les Angles, voilà, les Angles, vous voyez? Voilà, le peuple des Angles, qui donne son nom aux Anglais, est en Angleterre et l'origine germanique provenant probablement de la péninsule d'Angeln, ou d'Angeln, dans l'actuelle, bon, en Allemagne, ou bien, bon, l'Allemagne était là aussi viking, hein, c'est pareil, hein, c'est toute la partie nord et des Saxons. Bon, les Saxons sont un peuple germanique rattaché sur le plan ethno-linguistique au rameau occidental. Ils sont mentionnés pour la première fois par le grec Ptolémée sur la carte Germania, Mania. Donc en Allemagne, vous voyez, ça se tient. Au 1er siècle de l'ère chrétienne. Pourquoi au premier... Oh là là. Enfin, peuple venu de Germanie, voilà, vous voyez, au 5e siècle, au détriment des natifs bretons. Voilà, les Bretons sont les habitants de l'île de Bretagne,
Durant l'Antiquité, les Bretons ont été partiellement romanisés, voilà, partiellement, oui. À l'époque romaine, les langues brittoniques parlées par les Bretons dans l'Antiquité et au Moyen Âge sont les ancêtres des langues brittoniques qui ont survécu jusqu'à l'époque, ils disent pas. Oui, britannique, bon, c'était le Celte, c'est tout, ils veulent pas le dire. Ces royaumes sont fréquemment en guerre les uns contre les autres et sont frappés par des invasions vikings. Voilà, voyez, je n'invente rien. À partir de la fin du 8e siècle, au milieu, voilà. Alors, ces royaumes, dont les Angles, les Saxons, donc l'Angleterre, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, je n'invente rien. Au milieu du 9e siècle, allez voir Oleg de Normandie, je vous invite à aller sur Pagan TV, et là vous verrez, j'arrive pas à le marquer moi sous les... enfin bon, c'est pas grave, j'arrive pas à faire une bannière. Au milieu du 9e siècle, la façade sud de la Grande-Bretagne est occupée par le royaume de Wessex. Alors Wessex, l'un des royaumes fondés par les anglo-saxons en Angleterre durant le Haut Moyen-Âge. Il s'étend sur une partie du sud-ouest de la Grande-Bretagne entre la... Ils disent pas... Bon, bref. Et l'ouest des Midlands. Midlands forme une région, d'accord. Bon. Par celui de Mercie. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, mais il tourne autour des Vikings, hein. Tandis que subsistent des royaumes bretons, en Cornouailles, voilà. Le royaume de Cornouailles est une entité qui se serait formée dans le contexte de l'armorique au Moyen-Âge. La connaissance précise de cette entité mêle l'histoire écrite et les légendes orales. Oui, bon, ça. Au sud-ouest, au pays de Galles, pardon. Mhm. À l'ouest, en revanche, une large moitié nord de l'île est occupée par les royaumes danois et norvégiens issus des invasions vikings. Oui, c'est ce que je vous dis. L'Angleterre était viking. Elle était celtique. Celtique, non. Odinique, pardon. Elle était de la religion d'Odin et de Thor. Voilà. Je n'invente rien. Vous voyez, vous le lisez comme moi, hein. En revanche, une large moitié nord de l'île est occupée par les royaumes danois et norvégiens issus des invasions vikings. Cinq bourgs, Est-Anglie, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Est-Anglie, le royaume des Angles de l'Est, d'accord. Royaume de Jorvik, Danemark, oui, c'est ça. Oui. York, etc. Bon, voilà. Allez, on passe un petit peu, chers amis, sinon on en aura pour longtemps. La Francie orientale et germanique, oui, c'est ce que je vous dis. Quand c'était germanique ou d'origine norvégienne, enfin, de la Saxe, par exemple, la plupart, vous avez des vikings qui soit ont reconquis ces îles, comme l'Angleterre, par exemple, qui ont reconquis la Saxe et l'Angleterre, enfin, l'Angleterre de l'époque, je ne sais plus comment déjà on l'appelle, je l'ai perdu. C'est parce qu'ils ont chassé ceux qui voulaient convertir par la force, hein, je vous le dis, hein, par la force, ils voulaient convertir l'Angleterre. Bon, ils la convertiront. Au Xe siècle ou XIe siècle, l'Angleterre deviendra chrétienne, avant de devenir protestante, et puis après, avec bon, Charles VIII, mais ça c'est autre chose, Henri VIII, pardon, deviendra anglicane, mais ça, bon. La Francie orientale et germanique, d'accord. Les royaumes de Bourgogne, de Provence et d'Italie, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la France orientale germanique? En 843, pardon, lors du partage de Verdun, ou Verdun, mais attendez, c'est quoi? Le traité de Verdun est un traité conclu en août 843 par les trois fils survivants de Louis le Pieux, dont petit-fils de Charlemagne, qui se partageait les territoires appelés Empire carolingien en trois royaumes. Il est souvent présenté comme le dé... Oh non, c'est pas vrai, mais à chaque fois mon doigt il... Voilà, maintenant j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu ce que je voulais lire. Voilà, j'ai perdu. Le traité de Verdun. Il est où le traité de Verdun?
Ouais, je savais que j'allais le perdre. Ouais, je m'en doutais. Bon, enfin, je continue à lire. Oh là là. En 843, donc, lors du partage de Verdun, voilà, c'est ça. Regardez. Empire carolingien en trois royaumes, il est souvent présenté comme le début de la dissolution de l'Empire. D'accord, alors où c'est Verdun, hein, justement. Bon, écoutez, je vais appuyer et je vais voir ce que c'est que ce. Ça se trouve où Verdun dans cette carte? Royaume de Charles le Chauve, royaume de Luther. Bon, c'est sûrement pas en Angleterre d'ailleurs. Non, ben c'est chez nous alors, ça c'est bien là. Ok. Parce qu'il y a Verdun, il y a Verdun et Verdun. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, le royaume oriental devient l'héritage dû à Louis le Germanique. L'empire carolingien est désintégré. Finalement, en 881, la Francie orientalis échoua à l'un des fils de Louis Charles III le Gros, qui sera le dernier souverain à réunir les trois royaumes, Francie de l'Ouest, Lotharingie et Francie de l'Est. Pendant une courte période de 3 ans, les grands de Germanie déposent Charles, incapable et malade, en 887 et élisent Arnulf de Carinthie. Voilà. Le règne d'Arnulf, 888-899, est marqué par la volonté de nouer des liens d'amitié avec les souverains voisins et surtout de maintenir l'unité du royaume. Sous son successeur Louis IV, enfant 899-911, on assiste pour la première fois à une alliance entre l'Église et l'État par le biais d'Aton. Oui, un évêque quoi. Oui, un évêque, un abbé. Bon, ou monastère, c'est un abbé plutôt. Archevêque, ah oui, non, archevêque de Mayence et de Conrad de Franconie. Ce dernier, après avoir été associé au gouvernement royal, est élu à son tour roi de Francie orientale. 911-918, son règne est constamment fragilisé par les invasions hongroises qui renforcent au contraire le pouvoir des ducs, dont le rôle est de défendre les marges du royaume. Bon, moi je vois pas trop ce que je devais voir là. Voilà, bon, les royaumes de Bourgogne, de Provence et d'Italie. Voilà. Les monnaies et les échanges fin 9e et début du 10e siècle, voilà. Bon, je vais pas mettre ça. Bon. Ouais. De toute façon, toute l'histoire qui nous est racontée, qui nous est contée dans les livres, dans les manuels d'histoire officiels, il n'y a que de la monnaie, des sous, ou alors des pièces, ma foi, mais aucun artefact, aucun débris de lance, de casque, de vase, vous voyez, absolument pas. On ne nous donne rien, justement parce que ça nous mettrait sur la piste de la présence, on va dire, celto-gauloise ou celto-viking, vous voyez. Donc ils ne veulent absolument pas que soit érigé. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle des sous, là, au sceau des rois, hein, tout simplement. Voilà, Denis de Charlemagne, début du 9e siècle, bon, ça on a un peu vu avant. La mer du Nord, nouvel intermédiaire entre l'Occident et Orient. Certes, les Vikings sont responsables de nombreux raids destructeurs sur une bonne partie de l'Occident durant tout le 9e siècle, vous voyez. La Provence est dévastée en 859, l'abbaye Saint-Bertin en 891. Bien entendu, les razzias nordiques perturbent considérablement les circuits d'échange régionaux et internationaux. C'est faux, c'est faux. En revanche, passé l'an 900, certains vikings commencent à abandonner les armes pour s'adonner uniquement au commerce depuis quelques décennies. L'Occident s'est adapté et a poursuivi les échanges malgré les menaces. Alors, quelle est cette référence-là? Ouais, bon, je suis pas convaincu. Ainsi, les envahisseurs d'hier élargissent les horizons en intégrant les îles britanniques. Voilà.
au continent, complétant ainsi un vaste réseau commercial avec la mer du Nord comme espace central entamé déjà par les Frisons depuis le 8e siècle. Les Scandinaves sont les nouveaux intermédiaires entre l'Occident et l'Orient. Ça, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, la Russie, Byzance et le Moyen-Orient. Je suis pas tellement. Bon. Pourtant, la situation n'est pas idyllique. De fréquentes bandes normandes, donc vikings, continuent de rompre les échanges en mer du Nord. On sait, d'après les pièces retrouvées, mais oui, mais où sont les photos de ces pièces? Voilà, qu'au début du Xe siècle, le titre, le poids et la qualité des émissions tendent à baisser. La monnaie est toujours frappée dans les ateliers royaux, mais elle n'a plus le rôle moteur qu'elle put avoir à l'époque de Charlemagne et de Charles le Chauve. De plus, on remarque que la circulation si elle se poursuit, se cantonne à des espaces plus restreints, plus régionaux, voire locaux. Enfin, si la monnaie semble plutôt rare dans les campagnes, sauf exception, elle est d'un usage courant dans les villes comme le, le montre le trésor de Saint-Denis. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que les Vikings faisaient des razzias, ils se comportaient en barbares. On les accuse de tout, vous voyez, on les accuse de tout, hein, vraiment de tout. On les accuse de faire des razzias, donc de population, vous voyez. Alors que c'est faux, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Tous les ports esclavagistes, tous les ports où transitaient pas que des marchandises, hein. Et parmi ces marchandises, d'ailleurs, bon, bref, je ne vais pas revenir au 21e siècle, hein, mais toutes les marchandises qui circulaient, il y avait aussi les esclaves. Et les esclaves, c'était qui? C'était des gens qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, à la religion de Rome. C'est tout. Il faut le dire. Il faut le dire haut et fort parce que c'est ce mensonge, vous entendez toujours dire les Vikings étaient des barbares, des sauvages, ils n'avaient aucun scrupule, c'était des gens qui savaient à peine parler avec les... Bon bref, ils savaient pas échanger. Ils savaient pas échanger, mais enfin, bande d'idiots que vous êtes. C'est quand même eux qui sont allés jusqu'aux États-Unis, non? Il me semble. Comment ont-ils fait pour partir si loin avec des bateaux bon, c'était avant les caravelles, hein, donc des bateaux, voilà. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils pu avoir ce savoir pour fabriquer des bateaux qui ont fait de longues navigations depuis l'Europe jusqu'au Nouveau Monde, comme on l'appelait à l'époque? Comment peut-il faire? Expliquez-moi. Ils étaient si idiots que ça? Je ne le crois pas. Et en plus, les Vikings, au 9e siècle, je l'ai rappelé avec ce que Charlemagne et ses fils ont fait de vendre donc des esclaves. Alors les esclaves, c'était des individus de tous âges, hein. Je ne vous le cache pas, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils les vendaient à Cordoue et à d'autres ports par lesquels ils faisaient transiter les marchandises. Ben oui. Anvers, par exemple, les Pays-Bas, Bordeaux, vous voyez, tous ces ports-là, tous ces ports. Peut-être Massilia, Marseille, je ne sais pas. En tout cas, Bordeaux, certainement, je pense, hein. C'est une période dont personne ne veut entendre parler. On traite beaucoup de la traite des Noirs. Alors je ne dis pas qu'elle n'a pas existé, attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a eu quand même la traite des Blancs. Et ça, on n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est tabou. C'est tabou dans les manuels scolaires. On n'en parle pas. On parle de quelques-uns, oui, bon. D'ailleurs, une légende qui a été faite à ce sujet, c'est Robinson Crusoe, par exemple. Il me semble bien, par Charles Dickens, si je ne me trompe pas, qui n'a rien à voir avec la véritable razzia dont les Blancs ont été victimes. Ah oui, on n'en parle pas de ça. Et les Vikings ont mis fin, oui, ils ont saccagé les ports, oui, les villes à proximité des ports, oui, ils ont saccagé, brûlé tous ces lieux de culte qui étaient élevés à la religion de Rome. Mais oui, mais oui. Et c'est ça qu'ils appellent des saccages. Parce que toute l'histoire, jusqu'à nos jours, c'est l'histoire religieuse qui nous est racontée par des religieux. Par la religion, quoi.
Alors ça peut être des moines, ça peut être des évêques, des prêtres, dont certains ont peut-être été de bonne foi, mais on leur a, soit ils n'ont pas vu, ils n'ont pas considéré vraiment, bon, étant donné qu'ils étaient chrétiens, bah oui, bah ils défendent avant tout leur paroisse, hein, évidemment. Donc ils vont pas dire la vérité sur ce que on a dit sur les Vikings ou les Celtes, enfin les Vikings surtout. Alors faut quand même arrêter de nous mentir. Il faut arrêter. Toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, toute l'histoire, on la doit pratiquement bah, à la religion. Alors oui, vous allez me dire, mais Raymond, mais enfin, aujourd'hui, on est sous des pouvoirs laïques. Oui, mais ces pouvoirs laïques, la plupart de ceux qui sont les dirigeants ont plus ou moins été élevés dans des écoles catholiques. Enfin, de religion, quoi. D'une religion ou d'une autre, hein. Mais en tout cas, ils ont tous été, eux-mêmes ou leurs enfants, sont placés dans des écoles religieuses. Ah oui, ah oui. Le dernier, hein, François Bayrou, par exemple, qui lui n'est pas forcément pratiquant. Enfin, je ne sais pas, remarquer, hein. Bon, je parle un peu rapidement, mais je ne sais pas s'il est pratiquant, mais en tout cas, ses enfants étaient dans une école chrétienne. Non? En plus, privée sous contrat, je crois. Enfin bon, c'est une autre affaire, ça. On en a parlé un petit peu hier. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, chers amis, même Emmanuel Macron, lui-même, en tant qu'enfant, a été éduqué, instruit dans des écoles, comment dire, des chez les jésuites, je crois. Il me semble bien. En tout cas, une école chrétienne, voilà. Bon, après, voilà, un enfant, même s'il devient athée, prétendument athée, ou peu scrupuleux sur la religion, il y a quand même des traces qui restent. C'est difficile, vous savez, moi-même qui ne suis plus tellement croyant à ce niveau-là, mais il y a quand même des réflexes, il y a quand même un conditionnement qui a été fait quand j'étais enfant. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'est plus rien, c'est comme ça. Et c'est difficile à éradiquer ces croyances, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et il en va de même pour les autres religions. Il y en a trois, en fait, officiellement, il y en a trois. Moi, je les appelle, au legs de Normandie, je les appelle les religions abrahamiques, référence à Abraham, dont les trois religions s'accordent comme une seule pensée que Abraham, c'est leur père. Ah oui, père des croyants, père de ceci, père de... Voilà, bon. Mais ils y croient tous les trois. Que ce soit l'une ou l'autre des trois religions, ils y croient. Pour eux, c'est le père des croyants. Voilà, chers amis, je continue. Je continue un petit peu parce que c'est long, regardez. Là, vous avez ici l'arbre généalogique ottonien, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, d'un côté, vous avez les Robertiens. Alors, les Robertiens, ils sont où? Voilà, ils sont à droite, vous voyez? Voilà. Depuis Robert Lefort. Oui, j'ai dit Robert Ier, non. C'est Robert Lefort qui est on va dire le premier des Robert, si vous voulez, qui ont donné les noms aux souverains, aux rois de l'Hexagone, donc francs, les Robertiens. Voilà, jusqu'au dernier. Le dernier, c'est. Attendez. Robert Ier le Vieux, je ne sais pas s'il était roi, enfin bon. Non, je crois pas, hein. Non, Robert le Pieux, je crois que c'est le dernier, lui. Voilà, c'est. Non, il y en a un, là, c'est. Euh, Henri Ier d'Adélie, je sais pas. Ouais, je comprends pas. Après, c'est les Capétiens. Bon, alors je sais pas. Est-ce que les Capétiens, d'après vous, chers amis, dites-moi si les Capétiens sont les descendants des Robertiens ou des Carolingiens? C'est la question que je me pose. Je me pose la question. Alors, avant Hugues Capet, bien entendu, hein, je parle. Parce que Hugues Capet, c'est le tout premier qui a fondé la dynastie capétienne, comme vous le savez. Mais qui sont les ancêtres des Capétiens, donc de Hugues Capet? C'est les Robertiens, il me semble. Et c'est eux qui auraient chassé les Carolingiens, donc, apparemment. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais vous laisser méditer là-dessus. J'attends de vous une réponse en commentaire. S'il vous plaît, chers amis, n'hésitez pas à me donner des réponses, parce que je ne sais pas tout. J'en suis loin. Alors, ici, monument.
Voilà les monuments funéraires, hein, vous voyez. Ils sont beaux, remarquez, ils sont très beaux, hein, les monuments, ça, il n'y a rien à dire, hein. C'est bien fait. Voilà. Alors, c'est le monument funéraire du roi Ethelstan, oncle de Louis IV, à l'abbaye de Malmesbury, en Angleterre sans doute, je suppose. Voilà. Alors, la session de Louis IV sur le trône, oui, alors là, je suis encore loin. Le retrait de Hugues le Grand et le retour des Carolingiens. Ah oui, 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 Hugues le Grand, donc c'était bien, c'est bien ce que je pensais. Hugues le Grand ici. Il est où, Hugues le Grand? Voilà, Hugues ici. Voilà, Hugues le Grand, c'est sûrement lui. C'est le dernier roi robertien qui a vécu, si vous voulez, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'enlève ça, voilà. Ok, ça marche. Louis d'Outre-mer, voilà, je suis revenu à Louis d'Outre-mer, je ne sais pas pourquoi. Bon, ah bon, voilà, je me disais bien aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ben voilà, hein, Hugues le Grand, donc. Bon, les monnaies d'échange, voilà, ça on l'a vu. Ben, je passe rapidement, chers amis, parce que c'est très très long. Alors vous allez me dire, mais Raymond, enfin, c'est un peu plus précis. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, si je suis assez précis ou pas. Alors le retrait de Hugues le Grand et le retour des Carolingiens, bon, durant le printemps de l'an 936, Hugues le Grand envoie une ambassade à Louis pour qu'il vienne s'établir à la tête du royaume, c'est mon Fogédère, hein, Flodoard. Le roi Ethelstan, son oncle, ayant reçu le serment des ambassadeurs de Hugues et la confirmation que le futur roi aura l'allégeance de l'ensemble de ses vassaux, l'autorise à partir en Francie, avec quelques évêques et quelques fidèles. Cependant, il est étonnant que Flodoard décrive expressément le sacre sans citer l'élection. Après quelques heures de traversée, Louis reçoit sur la plage de Boulogne l'hommage de Hugues et des princes francs qui lui baisent les mains. L'historien Richard de Reims, qui c'est un évêque encore, bon, on sait pas, nous livre une autre anecdote savoureuse. Bon, je la lis pas, hein, vous, je la laisse lire. Louis et sa cour chevauchent tous en direction de l'an qui doit avoir lieu, où doit avoir lieu plutôt la cérémonie du couronnement. Les historiens se sont demandé pourquoi le puissant marquis Hugues de Neustrie avait fait appel à ce jeune prince carolingien plutôt que de monter lui-même sur le trône, comme l'avait fait son père 15 ans auparavant. D'abord, le marquis avait beaucoup de rivaux, en particulier Hugues le Noir et Herbert de Vermandois, qui n'aurait probablement pas accepté l'élection, mais surtout, il semblerait qu'il ait été angoissé par la mort précoce de son père Richard de Reims. Explique que le marquis de Neustrie se souvenait que son père était mort pour sa prétention, et ainsi redoutait de régner. C'est alors que les Gaulois, tiens, encore, soucieux de paraître libres de l'élection de leur roi, s'assemblèrent sous la présidence d'Hugues pour délibérer de la création d'un roi. Le moine, le moine rénois prête à Hugues le discours suivant. Bon, on va pas je le lis pas. Si, je le lis. Le roi Charles est mort misérablement. Si mon père et nous avons blessé la majesté divine par certains de nos actes, il nous faut employer tous nos efforts pour effacer la trace. Discutons d'un commun accord du choix d'un prince. Bien que créé roi autrefois par votre volonté unanime, mon père a commis un grand crime en régnant, puisque vivait encore celui qui seul avait le droit de régner, et que vivant il a été enfermé en prison. Cela, croyez-moi, Dieu ne l'a pas accepté. Ah bon, comment tu le sais, toi? Aussi n'est-il pas question que je prenne la place de mon père.
Richard de Reims, donc voilà. Parfait. Le couronnement de Louis IV, donc. Arrivé sur le continent, Louis est un jeune prince d'une quinzaine d'années, ne parlant ni latin ni roman, donc c'est une langue grossière, on va dire du latin, mais probablement le vieil anglais. Il ne sait rien de son royaume et il ne possède à peu près rien non plus d'Hugues le Grand. Hugues le Grand, pardon, après avoir négocié avec les grands du royaume, Guillaume, Longue Épée, qui était, d'accord, et le fils de Roland, voilà, donc, ok, Longue Épée, voilà, oui, c'est ça, un viking, il, de Vermandois, Herbert II, pardon, de Vermandois, et Arnould de Flandre se place auprès de lui comme tuteur. Le nouveau souverain est couronné et sacré par l'archevêque Arthur de Reims le dimanche 18 juin 1938. Bon, alors, Hugues, je reviens un peu en arrière. Hugues sait bien que la dynastie des Robertiens n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire du royaume. Son oncle Eudes est mort après quelques années de règne. Délaissé par les grands, Robert Ier a été tué par volonté divine, enfin, dit-on, au cours de la bataille de Soissons. Après quelques mois de règne, Raoul n'a pas pu enrayer les troubles qui se sont multipliés dans le royaume durant son règne. Hugues, enfin, n'a toujours pas d'héritier mâle légitime, à qui transmettre son patrimoine. Oui, bon. De qui est cette référence? De Preux. Bon, je sais pas ce que c'est, ni qui c'est. Alors Hugues le Grand, le second du royaume. Voilà, ça, Hugues le Grand, c'est le dernier Robertien, donc. Les difficultés du début du règne, 938-945, Louis IV et ses soutiens, 938-939, bon, on passe un peu les détails. Voilà un petit peu la carte, chers amis, à l'époque donc de ce roi. Voilà, il n'y avait pas grand-chose, hein, il n'y avait que ça. Bon, la crise de l'identité royale 940-941, bon, on poursuit. L'affaire de Normandie, allons-y. C'est vrai que cette bataille avec les Normands vikings, ça n'a pas toujours été de tout repos, hein, je dois dire. Sous la coupe ottonienne 946-954, saut impérial d'Othon. Alors Othon, il semblerait que ce soit un empereur ou un roi germain, de Germanie, pardon. Le puissant voisin de Germanie, voilà, ne se satisfait pas du renforcement du pouvoir de Hugues le Grand. Le duc des Francs ne doit pas accaparer toute la Francie, mais respecter le partage des pouvoirs. Déjà, oui, on parle des partages de pouvoir, hein. Ça, c'est une crise chez nous qui n'a jamais pris fin, puisqu'aujourd'hui encore, on a une confusion de pouvoir. Bon, voilà. La mort du roi et la légende du loup. Ouais, bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais la basilique Saint-Denis de Reims, lieu de sépulture des derniers carolingiens, qui a été bien sûr dévastée par la Révolution, certainement. Mémoire dynastique et sépulture de Louis IV. Descendance de Louis IV, bon ben voilà. Voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire à ce sujet au niveau de ce roi Louis IV. Bon, c'est pas que je voulais pas être trop long non plus. Je voulais passer un peu à de l'actualité, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment vous donner quelques éléments. Bon, bah écoutez, une enfant au cœur. L'enfant au cœur de l'affaire. Qu'est-ce qui se passe encore avec Pierre Mondy? Ils sont en train de salir, enfin je ne sais pas, d'inventer ou pas, j'en sais rien. Quelques histoires pour démolir encore un petit peu l'influence de notre pays. Alors qu'est-ce que je vais faire ici?
pas grand-chose apparemment. En actualité, j'ai pas grand-chose, beaucoup à vous donner. Non, ben écoutez, je vous donne rien parce que je suis malheureusement très peu au courant de ce qui s'est passé. Bon, ben, à part les affaires, ce week-end a été un peu mis en réserve, on va dire, hein. Ils m'ont tout pris, mais cela ne m'arrêtera pas. Qui c'est ça? Ouais, d'accord. Je sais pas qui c'est ce type là. Bon, bah. Bien. Bah écoutez, chers amis, nous allons devoir probablement nous arrêter là, puisque je n'ai pas beaucoup d'actualités à vous donner. Bon, à part le fait que Donald Trump a signé des décrets, bon, comme vous le savez, avec Elon Musk qui ont l'air de se battre contre l'UNCE, hein, comme vous le savez, on en a parlé. Alors l'UNCE, figurez-vous, effectivement, ils avaient un grand, comment dire, ils avaient un grand pouvoir à travers le monde pour financer ou démolir certaines structures étatiques de certains pays. Je ne sais pas si les révolutions orange, tout ça, ont été financées. Bon, ça a été financé en grande partie par Soros, mais Soros, par qui a-t-il été soutenu ou qui soutenait-il? Je crois qu'il y a probablement beaucoup à dire. Bon, on ne sait pas trop. Bon, il y a des dossiers, il y a des pages innombrables sur les affaires qui sont encore en cours de révélation. Donc on n'a pas grand-chose sur les tenants et aboutissants de l'USAID, si ce n'est que bon, il y avait des rapports assez flous avec certaines organisations, je pense à l'OMS et puis d'autres, hein. Alors je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Je reste prudent, mais en tout cas, l'UNCED, selon Elon Musk et Donald Trump, c'était pas une entité qui avait vraiment. Bon, c'était surtout un milieu soutenu par la gauche américaine, hein, donc démocrate. Et d'ailleurs, un sondage a eu lieu justement à propos du début de mandat, du deuxième mandat de Donald Trump. Il semble que les Américains sont assez satisfaits et ça bouscule un petit peu le Parti démocrate qui, pour le coup, semble prendre une gifle, pensant que toutes les décisions rapides qu'a pris par décret Donald Trump auraient été mal vues par les Américains lors du premier sondage. Eh bien non, il n'en est rien. Au contraire, Donald Trump semble avoir une bonne avance sur les mécontents en général, hein. Donc voilà. Bon, c'est tout pour l'actualité. Quant à notre pays, l'Hexagone, que voulez-vous? Tout est bouclé pratiquement, tout est bouclé. Alors, je vous rappelle une chose que j'ai apprise, bien sûr, c'est que tout est militarisé chez nous, dans l'Hexagone, hein. Il y a, Emmanuel Macron a nommé près de lui un proche de la DGSE pour justement former une sorte de garde concernant toute information touchant ben, la première dame déjà, et puis bien sûr touchant d'autres activités, on va dire, voilà, de ce qui se passe à l'Élysée, quoi, vous voyez. Alors je ne fais que rapporter, encore une fois, je le répète, hein, dans la bienveillance et le respect qui se doit. Je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un juge, je ne juge personne, mais je ne juge que les faits qui me sont rapportés, donc que je vous transmets. Je ne fais que transmettre ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends. Après, les sources, eh bien, allez vous-même les chercher. Je vous les ai données, je crois, en partie d'ailleurs. Il me semble, si je me souviens bien, on va essayer d'aller aux médias, voilà, aux médias 442 de Marcel. Bon, il n'y a pas eu grand-chose ce matin parce que, bon, ben, lui aussi, enfin, lui et son équipe, bon, il faut un petit peu relâche. C'est quand même, c'est le week-end hein, qui est passé. Donc, oh là là, c'est long à se mettre en place. Chers amis, voilà, je vous partage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh! Ah bon, je me disais, mais
Je mets le partage et je le vois pas. Alors voilà, toute pour une de le retour, Laurent Firot, je sais pas ce que c'est cette enquête. Enfants en danger, ah oui, avec le projet EVARS, chers parents, vous qui avez des enfants certainement en bas âge, faites attention. L'éducation nationale a mis en place pour la prochaine rentrée, c'est-à-dire bah, d'ici une dizaine de jours, 15 jours, je crois, 2 semaines, hein, ou, l'année, ou en septembre prochain, je ne sais pas. Ils vont mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, le programme EVARS, qui est pas légal, hein, c'est totalement illégal, mais sous le plan constitutionnel, mais voilà. Donc ils mettent en place un programme d'éducation sexuelle pour les enfants en bas âge. Alors je ne sais pas à partir de quelle période. Attendez, je vais aller là, je vais voir un petit peu. Voilà. Faible enthousiasme. Les parents sont assez choqués. Et je les comprends, évidemment. Comment voulez-vous laisser des enfants entre les mains de gens qui ne sont pas leurs enfants, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de partage. Ah bon? Ah bon, bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est curieux. Je comprends plus. Mince alors. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pardonnez-moi mes amis, mais je crois que... Oh là 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 là. Bon, on va refaire le partage, hein, parce que là c'est... Voilà. Oh là là, c'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Bon, ben, le reste, vous le connaissez. Non, ben, il n'y a pas grand-chose ce matin. Bah, écoutez, chers amis, nous allons tout simplement en rester là. On va se souhaiter une bonne journée. Alors, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, mes amis, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire en ce jour de début de semaine. Donc, pour vous, vous aurez la vidéo mardi, bien sûr. Donc, pour moi, c'est lundi encore. C'est déjà un début de semaine. Donc, nos enfants, vos enfants sont en vacances scolaires. Je ne sais pas de quelle région vous êtes. En tout cas, ils le sauront ou ils le sont déjà. Alors, attention à la rentrée, à la reprise. Alors, je ne sais pas si ce sera à la reprise après ces 15 jours ou si ce sera à la rentrée pour le projet VARS, la prochaine rentrée de la saison 2025-2026, donc au mois de septembre. Mais en tout cas, c'est chaud, hein. C'est chaud et choquant. Voilà, je ne vous le cache pas, c'est choquant. Voilà, chers amis, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'être heureux. Alors là, pour le coup, chers amis, en famille, avec vos enfants, petits-enfants, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Mais j'aime pas trop dire prenez soin, mais prenez, actez un petit peu pour eux une protection toujours plus vigilante, en étant, alors selon où vous placez vos enfants, petits-enfants, enfin vos enfants plutôt pour les parents, soyez vigilants des bulletins que vous recevez. N'hésitez pas à interroger leur professeur, leur instituteur. C'est très important de connaître et de suivre le cursus scolaire suivant l'école où ils sont, et puis même d'ailleurs jusqu'aux études supérieures, hein. Après, une fois majeur, bon, ben, ma foi. Mais en attendant, tant qu'ils sont mineurs et qu'ils sont sous votre protection et vigilance, chers parents, je vous invite à être très vigilants et de faire très attention. Alors après, soyez heureux aussi, en famille, je l'ai dit, avec vos parents, grands-parents, hein, aussi. Il faut leur rendre hommage et justice pour vous avoir élevé quand vous étiez petits enfants. Beaucoup de jeunes, enfin de parents même, abandonnent un peu trop aisément leurs parents ou grands-parents. Parce que vieillissant, étant plus handicapés, impotents, bon, ils n'ont plus la même agilité de se déplacer ou de faire certains gestes, donc ils sont plus fragiles. Mais souvenez-vous que vous avez été entre leurs bras, et oui, et que lorsque vous pleuriez, ils vous ont consolé, ils vous ont habillé, ils vous ont nourri. Ne l'oubliez jamais. Les parents, c'est quelque chose de sacré. Je le répète. C'est quelque chose dont il faut se souvenir jusqu'à sa mort. Parce que
s'ils sont devenus vieillissants, un peu, pardonnez-moi du mot, mais un peu gâteux, entre guillemets, du moins, moins aisés pour parler, pour certains, ou certains rentrant dans des maladies de déficience cérébrale, eh bien, souvenez-vous qu'ils vous ont défendu quand vous étiez malmené parfois, ils vous ont bercé, ils ont chanté pour vous pour votre sommeil, ils vous ont habillé, ils vous ont nourri. Ne l'oubliez jamais. Ensuite, bah, écoutez, soyez bienveillants avec vos amis, ça va de soi aussi. Vos amis, bon, ce sont ceux avec qui vous passez du bon temps, vous vous divertissez un petit peu, et c'est bien normal. Et soyez aussi bienveillants sur votre lieu de travail, quoi que vous fassiez comme activité. Et puis quant aux autres, eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage, d'abnégation. Luttez, battez-vous pour vous-même, pour vos... Ben, là aussi, hein, voilà, battez-vous pour obtenir une vie meilleure. Et on se dit à bientôt. Je vais mettre... D'ailleurs, j'aurais dû commencer. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, j'arrive pas. Voilà, nous y allons. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt. Écoutez bien mélodieusement cette musique pendant 5 minutes, voire 7 minutes. Alors, ce n'est pas juste que j'explique à peu près, comme je l'ai dit, hein, c'est un alignement pour tout le monde, jusqu'à 70. Évidemment, on n'est pas comme les jeunes qui sont là pour vous contrôler. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Io aveva volontà te non son servite per per le tue false passate che conmigo tu hai usato